Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Monaco Info à l'occasion de votre 19h. Voici les titres de l'actualité. La Rocatine fut impériale hier soir face au Real Madrid. Elle s'est largement imposée 98-74 dans une folle ambiance à Gaston-Médecin. Le résumé de la rencontre est à suivre dans un instant. Les Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver ont débuté ce vendredi 19 janvier à Gangwon, en Corée du Sud. Cette compétition rassemble les champions de demain et les motive à la performance. La Principauté, vous le verrez, participe à ce grand rendez-vous et c'est le jeune Hugo Leonelli qui représentera les couleurs rouges et blanches. Il nous livrera ses ressentis à la veille de son entrée dans la compétition et il sera aux côtés de Damien Deprat, le chef de mission du comité olympique monégasque. Puis nous vous dévoilerons la programmation des conférences de la Fondation Prince-Pierre. Ces rencontres 2024 sont une occasion unique de découvrir l'univers de différents artistes et de mieux comprendre leur processus de création. C'est Jean-Charles Pureau, secrétaire général de la Fondation, qui nous en dira plus. Et pour finir, comme chaque samedi, nous prendrons la direction des États-Unis pour retrouver notre correspondante permanente Alexandra Pani. Elle se trouve en plein cœur des primaires américaines et nous fournira le mode d'emploi de ces élections. Mais nous débutons ce journal avec la 46e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Hier soir, petits et grands ont pu observer la première session avec un show exceptionnel de plusieurs heures. Justin, Adèle et Sylvain Péroumal se sont rendus sous le chapiteau et plus particulièrement dans les coulisses pour vous faire vivre cet événement unique. Reportage. Le public est présent. À plus d'une heure du coup d'envoi du festival, le monde se masse à l'entrée du chapiteau de Fontvieille. L'impatience est présente. Tous veulent voir du beau spectacle, surtout en cette année anniversaire. C'est le centenaire, et voilà. Donc, Un grand spectacle en perspective. J'espère bien. On vient voir surtout un beau spectacle, surtout en cette année anniversaire. C'est toujours un ravissement pour les yeux, le cirque de Monte-Carlo. Et puis c'est l'occasion de passer une bonne soirée en famille, voilà, autour d'un petit repas et de formidables artistes. Voir les clowns, voir les animaux et plein d'autres choses. Moi, j'ai trop hâte. Depuis toute petite, je le suis à la télé. Avec ma grand-mère, c'est que du bonheur. Depuis peu, ma grand-mère est partie et là, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait nous faire. Voilà. Après la parade et un film retraçant l'histoire du cirque avec Régnier 3, place aux artistes. Altesse, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers enfants, cher public, soyez tous les bienvenus à ce 46e festival international du cirque de Monte-Carlo. Du numéro d'équilibriste sur chaise d'Oshir, en passant par la troupe acrobatique de Wuhan et la balançoire russe. Bref, ce sont des dizaines d'artistes qui se succèdent. Tous espèrent une chose, remporter un clown d'or. Le numéro de trapèze volant de Flying Jordan Tribble fait sensation. Idem pour les jockeys et la grande pyramide équestre de la célèbre compagnie Alexis Grus. Après le show, en coulisses, la pression retombe souvent. Certains passent par toutes les émotions. Dans cette zone où se rencontrent artistes en préparation et ceux encore sous le choc, l'ambiance est particulière. Elvis Serrani vient de sortir de scène avec sa compagne et ses 3 éléphants d'Asie. Un numéro très attendu par le public, mais surtout par la présidente du festival, Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. Amazing. Whoa, we are very happy and proud because the elephant feel very calm for their work, very, very nice, and we are very happy and proud of our elephants. So there is amazing animal, and we love that. We love the elephants, we love the animal, we love this circus. It's the best feeling ever, yes? Le Festival international du cirque de Monte-Carlo est une marque de fabrique dans le monde. Il y a beaucoup d'enjeux pour les professionnels du cirque. Le clown d'or est un Graal. Cet après-midi, la 2e session du festival avait lieu, pour le plus grand bonheur des spectateurs. Un nouveau reportage sur le prochain numéro de ce festival du cirque sera évidemment à retrouver dès demain dans ce journal. L'actualité en principauté, c'est aussi le basket avec cette superbe affiche à la salle Gaston-Médecin Monaco-Real Madrid. La Rocatine a réalisé hier soir un match plein pour s'imposer largement 98-74 face au leader de l'Euroleague. Frédéric Elion revient sur ce match mémorable.
Depuis le début de saison, le Real Madrid n'avait perdu que 2 de ses 21 matchs d'Euroleague. Vendredi soir, la Maison-Blanche, privée de son géant capverdien Walter Tavares, a été balayée par un ouragan monégasque. La Roca Team a rendu une copie quasi parfaite et se relance dans la course au top 6. Monaco étouffe le Real avec une grosse agressivité des deux côtés du terrain et une belle adresse à 3 points, 13 sur 30 sur l'ensemble du match. Porté par un Mike James toujours aussi performant et candidat au titre de MVP de saison régulière, la Roca Team fait le trou, 11-2, puis 33-20 à la fin du premier quart-temps. Madrid recolle grâce à 2 tirs exceptionnels de l'inoxydable Sergio Rodriguez. Jordan Lloyd, 19 points et meilleur scoreur monégasque du soir, met dedans à 3 points avec la faute. Alpha Diallo, 14 points, toujours longue distance, redonne 16 unités d'avance à Monaco à la pause, 56-40. Le Real perd beaucoup plus de ballons que d'habitude et Mike James en profite. La passe laser, une de ses 12 passes décisives du soir pour Blossom Game. Madrid ne met que 8 points sur les 8 premières minutes du troisième quart-temps et l'écart monte à plus 29 sur ce panier de Moche-Jonas. Dante Hall régale avec sa spéciale, le combo altitude et puissance pour conclure ce alley-oop. 98-74, après le Barça, Monaco fait tomber un autre géant du basket espagnol, à Gaston Médecin. On sait qu'ils sont très agressifs, très athlétiques et très physiques. Voilà, ce soir, ils nous ont fait mal. On n'a pas forcément mis nos shoots derrière et en défense, c'est vrai qu'on a failli. Je crois qu'ils ont marqué beaucoup de points dans la raquette. Voilà, on n'a pas su gérer. Et puis après, voilà, c'est compliqué de revenir contre ce genre d'équipe-là. On n'est pas loin du match parfait, honnêtement, dans l'attitude. Tout le monde était concentré, tout le monde s'est donné ce soir et c'était le match qu'il fallait faire. C'est un match qui compte double, voire triple. Battre le Real de Madrid, c'est une sensation spéciale. Cette victoire permet à Monaco de remonter à la 7e place avant un déplacement sur le parquet de l'Anadolu Efes Istanbul vendredi prochain. En tennis, le joueur monégasque Hugo Nys et le Polonais Jan Zielinski se sont imposés lors du 2e tour du double messieurs de l'Open d'Australie. Ils étaient confrontés à 2 Australiens et l'ont emporté 6-3, 6-7, 6-1. Ils passent donc au 3e tour de cet Open et devront affronter Lloyd Glasspool et Jean-Julien Rojer ce lundi 22 janvier. Nous vous tiendrons évidemment informés de leur performance. Du 19 janvier au 1er février se tient la 4e édition des Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver à Gangwon en Corée du Sud. 13 jours de compétition intense réunissant 15 disciplines et parmi les 1900 athlètes attendus venus de 81 pays, Monaco sera représenté par le jeune skieur Ugo Leonelli. Et il est avec nous ce soir aux côtés de Damien Deprat, le chef de mission du comité olympique monégasque. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour cet entretien en duo, la première question est pour vous Hugo. Qu'est-ce que vous ressentez alors que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver s'est tenue hier et dont vous êtes d'ailleurs le porte-drapeau monégasque? C'est beaucoup de fierté pour vous, je suppose. Effectivement, c'était un grand moment de fierté pour moi de représenter Monaco, de porter haut et fort les couleurs de mon pays en Corée du Sud, donc loin de chez moi. Il y avait beaucoup d'émotions de marcher et de voir tout ce public autour et d'être au centre avec le drapeau bleu, rouge et blanc. Hugo, vous avez pu vous entraîner ici en Corée. Quelles ont été vos premières sensations alors que votre toute première course en Super G aura lieu demain? Oui, la première course arrive à grands pas, c'est demain matin en Super G. De bons entraînements, des conditions pas extraordinaires, mais de quoi faire sur une nouvelle neige que je découvre. Je connais une neige qui n'est pas européenne. Très intéressant pour ma construction personnelle en tout cas. Quelles sont les différences peut-être, Hugo, entre la neige européenne et cette neige que vous découvrez? La différence, c'est une neige un peu plus sèche, un peu plus abrasive, qu'on n'a pas forcément trop en Europe. Sinon, ça reste de la neige et on glisse dessus et c'est ça qui compte. Hugo, vous êtes le seul athlète représentant de la principauté. Cette question est pour vous, Damien. Comment s'est passée toute la partie organisationnelle autour de votre venue en Corée? Et comment vous accompagnez Hugo, qui est très jeune et qui doit avoir aussi une pression énorme sur ses épaules?
Alors nous sommes quand même plutôt bien organisés puisque nous sommes 4 en tout. Il y a Hugo qui est présent donc à mes côtés, mais il y a son entraîneur technique, Simon Chevalier, qui est là pour nous accompagner, pour l'encadrer, pour l'aider. Et nous avons également Rudy Rinaldi, qui est là dans notre délégation, qui est notre physio sur place et qui nous aide au quotidien également. Donc l'organisation se déroule très bien. Nous avons été bien accueillis en Corée, nous avons été accompagnés à notre village où aura lieu les compétitions qui se situent à 4 heures de Séoul. Et nous sommes dans le village qui a accueilli tout simplement les sites de ski alpin en vitesse en 2018 ici aux Jeux Olympiques d'hiver. On reparlera de Rudy Rinaldi et justement d'une médaille de bronze qu'il avait obtenue il y a quelques années. Mais avant ça, un mot, Damien, sur l'importance pour Monaco d'être présent à l'occasion de ces Jeux. On le sait, Monaco promouvoit la jeunesse et le sport en général. Tout à fait, c'était très très important de pouvoir être présent ici. Tous les athlètes sont qualifiés, ont parcouru un système de qualification autour du monde pour pouvoir être présents. Il n'y a que 74 pays qui participent, qui sont présents ici. Donc c'est une grande fierté d'être qualifié, d'être ici et de faire présence de nos couleurs en Corée du Sud, d'être de ceux qui ont partagé ces moments de fierté tous ensemble. Hugo, à 17 ans, vous représentez à vous tout seul tout un pays. Vous n'allez pas chômer puisque vous allez être présent sur le Super G, que l'on a abordé la compétition débute demain, mais aussi sur le combiné, sur le slalom et sur le slalom géant. Quelles sont vos ambitions concrètement sur ces différentes compétitions ? Les ambitions, c'est de forcément faire le meilleur résultat possible. Maintenant, je reste conscient de ce que je suis capable de produire à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on va dire que mon ambition principale va être de m'amuser, de vraiment utiliser cet événement pour prendre de l'expérience et d'aller chercher la meilleure performance possible. Monaco s'est déjà illustré à des JOJ d'hiver en 2012. On en parlait en bob à 2 avec Rudy Rinaldi qui avait décroché la médaille de bronze, puis ensuite top 6 au dernier Jeux d'hiver de Pékin. Cette question est pour vous, Damien. C'est vrai que c'est une grande fierté pour notre pays et d'autant plus qu'il soit aussi présent avec vous dans le staff pour ce déplacement en Corée. Oui, effectivement, Rudy, comme vous l'avez si bien rappelé, a obtenu des résultats tout à fait incroyables. Il a pu faire partie de la première édition de ces Jeux Olympiques de la jeunesse en 2012, donc effectivement à Innsbruck. Il nous a ramené notre première médaille de bronze. C'était déjà incroyable à ce moment-là. Et qu'il soit aujourd'hui parmi nous, c'est un plus. Il apporte toute son expérience, son vécu à Hugo. Il lui transmet tout ce savoir dans la préparation d'un tel événement comme celui-ci. Pour nous, il est officiellement en transition d'athlète. Il suit ce programme que le Comité international olympique a mis en place depuis quelques années maintenant. Et il est le physio ici pour notre délégation. Donc, il s'occupe de Hugo, mais il s'occupe également des skieurs français puisque nous partageons l'assistance médicale avec la France. Donc, il y a un peu de réciprocité. Hugo, Rudy Rinaldi, un exemple à suivre pour vous, je suppose. Un exemple, bien sûr, c'est inspirant de voir des athlètes monégasques qui, par le passé, ont brillé sur les grandes compétitions. On n'est pas un grand pays, on est une petite nation, donc tout ce qui peut me tirer vers l'eau, c'est du positif à prendre. Et c'est sûr, comme l'a rappelé Damien, l'avoir ici avec moi, c'est un vrai plus. Et vraiment, j'utilise sa présence à 100%. J'allais vous poser la question à vous, Hugo. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter? Mais je vais la poser à Damien. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter pour Hugo, Damien, pour ces Jeux? Alors, il nous a dit tout à l'heure qu'il souhaitait prendre du plaisir. Je pense qu'effectivement, si on le voit arriver en bas de chacune de ses courses avec un grand sourire, on saura qu'il a réussi ses épreuves, qu'il aura tout donné pour y arriver et qu'il va emmagasiner énormément d'expérience pour la suite de sa carrière et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été disponibles alors que vous êtes, je le rappelle, en ce moment même en Corée, à la veille du début des épreuves des Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver. Merci à vous. Merci à vous. Merci. À quelques jours du 92e rallye Monte-Carlo, le pilote britannique Chris Ingram, qui a terminé premier pilote privé de la dernière édition, a présenté aujourd'hui sa nouvelle voiture. Il s'agit d'une Skoda rouge et blanche aux couleurs de son sponsor monégasque. Et le pilote a même reçu les encouragements du prince souverain. Instant d'émotion pour le champion d'Europe 2019 au micro d'Hervé Zorgnotti sur des images d'Olivier Bonello.
It's a new car for me, new team, new co-driver. The Monte Carlo has new roads also this year near Gap. So it's going to be a lot of different things, but I feel very prepared and I'm excited to start. I've got a good experience of the rally now. This is my third time here. I've shown some good potential in the last years and I feel very prepared, so we're going to give it everything. My dream was always to come and do this rally. It was always everything. And yeah, I had the opportunity 2 years ago to compete, and I actually met my girlfriend here. So yeah, I've been here a lot, obviously the last few years, and it's like home now. So to compete this year with the Monegasque red and white is a huge honour, and for the Prince to attend today, it's a huge honour for me, and I'm so grateful. Et juste avant cet événement, c'est également en présence du prince Albert II que la compagnie des Carabiniers du Prince a fêté solennellement son saint patron, Saint-Sébastien. Le rendez-vous était donné ce samedi 20 janvier en la cathédrale de Monaco. La messe a d'ailleurs été célébrée par Monseigneur Dominique-Marie David. Cette célébration a également été accompagnée par l'orchestre des Carabiniers du Prince qui a pu jouer devant l'Assemblée. 9,1 millions d'euros, c'est le record des ventes hivernales de la Monaco Auction Week qui s'est tenue cette semaine en principauté. Cette session de vente à l'hôtel Hermitage a mis à l'honneur les départements horlogerie de collection, joaillerie et Hermès & Luxury Bags, le tout sous les marteaux de Stéphane Aubert et Geoffroy Adair, alors que ces ventes aux enchères sont désormais un rendez-vous incontournable en principauté. Elles laissent aussi présager une formidable année 2024 pour la maison Artcurial et ses départements de luxe. Prochain rendez-vous en juillet pour une nouvelle session de vente monégasque qui rendra cette fois-ci hommage à la créativité de la maison Piaget avec une vente inédite intitulée justement Piaget 150 ans. Le gouvernement princier lance une campagne de vaccination auprès des adolescents de la principauté pour les protéger contre le papillomavirus. Il s'agit d'un virus très contagieux qui infecte la peau et les muqueuses. Le grand danger vient du fait que ce virus passe inaperçu mais peut provoquer des cancers au niveau oral et génital. Ainsi, ce vaccin contre le papillomavirus est fortement recommandé par l'OMS pour les filles comme pour les garçons. Pour rappel, depuis le mois de décembre 2023, la vaccination contre le HPV est remboursée à 100% pour tous les assurés sociaux monégasques. La Fondation Prince Pierre a annoncé le programme de sa nouvelle saison de conférences. Cette année, elle sera dédiée à l'art sous toutes ses formes, de l'inspiration à la création. Jean-Charles Cureau, le secrétaire général de la Fondation, est présent avec nous ce soir pour nous parler justement de ces conférences éclectiques à découvrir à Monaco, Strasbourg, Bruxelles et Paris. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors la nouvelle saison de la Fondation Prince Pierre promet bien des surprises en termes de conférences. D'ailleurs, comment la définiriez-vous ? Alors, je la définis d'abord comme toute chaude, elle vient à peine de sortir. Nous sommes dans une continuité puisque, vous savez, la présidente, la princesse de Hanovre, souhaite que l'on invite des personnalités du monde de la création. Je ne dis pas de l'art, je dis de la création à dessin, pour qu'ils nous expliquent leur processus créatif. Ça, c'est la continuité. Et cette année, particulièrement, nous avons choisi ensemble des artistes, des créateurs qui sont dans un domaine que je dirais non pas matériel, mais qui travaillent la matière, la matérialité des choses. Soit par la pensée, soit par leurs mains. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus tourné vers la main, vers le geste créateur. Voilà, ça c'est la particularité de cette année. Par rapport aux personnes qui vont justement animer ces conférences, vous avez choisi la thématique l'art sous toutes ses formes. Il va y avoir aussi bien des chefs d'orchestre, des compositeurs, des artistes peintres, des sculpteurs. Voilà, pourquoi avoir choisi finalement cette thématique-là ? Tout simplement parce que c'est la raison d'être de la Fondation Prince Pierre. La Fondation Prince Pierre pour l'art contemporain. Donc,
pour la défense, la promotion de l'art contemporain. Et quand on dit contemporain, on ne parle pas d'une chapelle qui ferait un certain style d'art, un certain type d'art, mais l'art tout simplement qui se fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'art se décline sous une infinité de formes, dont l'écriture littéraire classique, l'écriture musicale classique, mais aussi la bande dessinée, le cinéma. Ça peut aller jusqu'à ce que nous proposons cette année, c'est-à-dire une chorégraphie avec des chevaux. Alors justement, la première conférence de l'année se tiendra ce lundi 22 janvier avec Bruno Mantovani, compositeur et chef d'orchestre. Il va aborder, je crois, la question de l'inspiration. C'est une vaste question, on peut le dire. C'est une très vaste question et elle est d'autant plus intéressante que Bruno Mantovani, qui est connu en principauté pour être le directeur artistique du Printemps des Arts, va nous livrer non seulement son processus créatif, mais aussi beaucoup de clés sans doute pour mieux profiter, comprendre et profiter du Printemps des Arts. Donc vraiment, c'est une conférence à laquelle j'invite mes amis, mes compatriotes, les gens du coin. Venez, ça va être fascinant. Il va y avoir 4 conférences, dont celle-ci organisée au Théâtre des Variétés, mais aussi 3 conférences hors des murs organisées à Strasbourg, Bruxelles ou encore Paris. Oui, alors ça c'est une tradition de la Fondation depuis plusieurs années, mais cette année elle est davantage en œuvre dans la mesure où effectivement Paris c'est une conférence que nous faisons en commun avec les rencontres philosophiques, puisque Philippe Descola qui va donner cette conférence est le lauréat 2022 du prix de la Principauté qui est remis conjointement par la Fondation Prince-Pierre et par les rencontres philosophiques de Monaco. Donc Philippe Descola, philosophe mais surtout ethnologue qui va s'intéresser à la question du paysage, est un comment dirais-je, un rendez-vous nécessaire et obligé pour toutes les personnes qui s'intéressent à la culture et à la philosophie. Voilà, donc ça c'est à Paris, à la Maison de la Poésie, conjointement avec les rencontres de philosophie. Strasbourg, c'est tout simplement, si j'ose dire, parce que Strasbourg est cette année la capitale mondiale du livre UNESCO. Donc, dans ce cadre-là, nous avons pensé, et ça a été assez enthousiasmant d'ailleurs, avec Philippe Claudel, qui est un écrivain plus que connu, mais qui est surtout, pour nous, un ami, membre du conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre, c'était une idée assez excitante que de lier Philippe à cette année, à cette ville mondiale du livre et à la thématique du corps et de la Fondation Prince-Pierre. La dernière, voilà, ça sera la tête de chat, Philippe Gueluc, dont les œuvres ont été exposées à Monaco. À Monaco, l'été 22, si je ne m'abuse. En tout cas, Philippe Gueluc, qui est aussi, dans une certaine mesure, un ami de la Fondation, et qui est connu presque, j'allais dire mondialement, en tout cas aux États-Unis aussi, pour son chat, le chat, qui est un personnage... je dirais, qui a une tête de chat. Bon, c'est le thème de la conférence, mais qui parle de nous, de notre civilisation, de notre humanité, de nos difficultés et de nos faiblesses, mais aussi des beautés de notre état d'homme entre l'ange et la bête. Voilà, donc le chat, c'est Philippe Gueluc à Bruxelles, puisque c'est sa ville, au mois de mars. Dernière question, Monsieur Cureau. Outre ces belles conférences prévues à Monaco et ailleurs, quels sont les autres peut-être grands événements attendus cette année pour la Fondation Prince-Pierre? Il y a forcément les incontournables. Alors il y a évidemment le travail, si j'ose dire, heureux de la Fondation auprès des jeunes, c'est-à-dire le coup de cœur des lycéens qui est en plein boom, là, on y est. Le coup de cœur des jeunes mélomanes, c'est pour tout bientôt, on est en train d'y travailler. Nous avons bien sûr la session du mois d'octobre, au moment duquel tous les jurys se retrouvent, tous les conseils se retrouvent à Monaco pour délibérer, pour choisir leur lauréat, etc. La soirée de proclamation des prix et une sorte de... C'est pas tout à fait officiel, c'est pour ça que je vous le dis en baissant la voix, sans doute, très certainement un concert tout à fait particulier, le 9 novembre à la cathédrale, mais je vous en dirai plus une autre fois. Avec plaisir, Monsieur Cureau. Merci beaucoup d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous parler de la programmation de la Fondation Prince-Pierre. Merci à vous. Allez, il est l'heure de la chronique américaine que l'on retrouve chaque samedi avec Alexandra Pani. Bonsoir à vous, Alexandra. Alors, cette fois-ci, on va parler politique à vos côtés. Les Américains se rendront aux urnes le 5 novembre, mais leur système électoral est bien différent de ce que l'on connaît ici, chez nos voisins français ou encore en Italie. Ce soir, pour mieux comprendre, vous nous proposez quelques données clés.
Bonsoir à vous. Ce lundi 15 janvier, vous en avez sûrement entendu parler, a eu lieu le coup d'envoi dans l'Iowa des primaires pour les élections américaines. Du côté des Républicains, c'est une victoire sans appel pour Donald Trump qui obtient 20 délégués lors de ce premier caucus face à Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, et Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice américaine auprès de l'ONU. Le quatrième candidat, Vivek Ramaswamy, a lui abandonné lundi pour soutenir Donald Trump, n'ayant pas dépassé les 10% lors de ce premier vote. Mais alors, comment fonctionnent justement ces primaires, Alexandra ? Vous avez raison de soulever ce point. Je viens de vous parler de caucus, primaires, délégués. Je vous propose de décomposer le fonctionnement de ces présélections, si l'on peut dire. Le premier chiffre à retenir est bien entendu le 5 novembre 2024. C'est la date des élections présidentielles, mais aussi législatives et sénatoriales cette année, qui se déroulent traditionnellement le premier mardi de novembre. Mais avant cela, il faut déterminer quel candidat représentera chacun des deux partis principaux. Du côté des démocrates, les primaires et les caucus n'ont lieu que pour la forme, si l'on peut dire, puisque l'actuel président Joe Biden se représente à la Maison-Blanche. Mais ce processus doit être respecté tout de même. Alors que chez les Républicains, Donald Trump devra ces prochains mois affronter des candidats solides. Je vous les ai présentés juste avant. Les élections américaines sont un scrutin à suffrage universel indirect. Il en va donc de même pour les primaires. Chaque parti dans chacun des États élit des délégués qui investiront ensuite leurs candidats cet été. Certains États attribuent tous leurs délégués au vainqueur du nombre de votes de l'État concerné. D'autres attribuent à chaque candidat un nombre de délégués proportionnel au pourcentage des voix qu'il a obtenues. Autre question, est-ce que les États votent tous de la même manière ? Non, ce serait trop simple. Il y a deux manières pour un État d'élire les délégués. On commence par le caucus, qui est une méthode utilisée encore dans quelques États, comme celui de l'Iowa, où les votants ne se retrouvent pas dans un isoloir, mais sous forme de réunions politiques locales. Les sympathisants se réunissent le temps d'une soirée, ils discutent dans un premier temps et tentent de convaincre les indécis, puis place au vote, à bulletin secret pour les républicains et public pour les démocrates. Les caucus sont des vestiges de la démocratie américaine et sont de moins en moins pratiqués. Après le scrutin chaotique de 2020, les démocrates ont remplacé cette année le caucus de l'Iowa par un vote par correspondance. Autre système, les primaires. Les États-Unis étant un pays fédéral, chaque État dispose de sa propre loi électorale et organise les primaires de la façon dont il l'entend. Certains États n'autorisent que les membres inscrits du parti à voter, d'autres autorisent l'inscription au parti le même jour, d'autres encore sont totalement ouverts à tous les résidents de l'État. Il existe au total 7 types de primaires. Contrairement au caucus, lors des primaires, les résidents votent dans des isoloirs à bulletin secret. Le premier État à lancer la saison des primaires est le New Hampshire le 23 janvier. Dernière question pour vous, Alexandra. Quand connaîtrons-nous les résultats ? Le candidat démocrate sera annoncé lors de la Convention nationale démocrate en août à Chicago dans l'Illinois. Celui des Républicains sera connu, lui, un peu avant, en juillet, lors de leur rassemblement à Milwaukee dans le Wisconsin. Mais avant cela, nous referons bien entendu un point sur ces primaires et notamment autour du fameux Super Tuesday, le 5 mars, qui est l'une des dates les plus importantes du calendrier de ces élections, car ce jour-là, des primaires démocrates et républicaines ont lieu simultanément dans une quinzaine d'États, dont certains très importants, comme le Texas et la Californie. Le rendez-vous est donc pris, Alexandra. Merci beaucoup à vous et à très bientôt pour une nouvelle chronique américaine. Terminons ce journal avec un point sur vos prévisions météo. Justin Hadel, bonsoir. Alors, quel temps fera-t-il pour ce dernier jour de la semaine ? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Après une belle journée aujourd'hui, demain les nuages feront leur retour en principauté. Un retour timide, certes, car le soleil restera présent une grande partie de la journée. Les températures ne bougent pas vraiment et ça restera le cas pour ces prochains jours, même si ces dernières augmenteront en milieu de semaine prochaine. 11 à 5 degrés, c'est ce qui vous attend avec un ressenti pouvant descendre jusqu'à 0 degrés. Évidemment, ce sera en début de matinée à l'aube. Un léger vent sera aussi au rendez-vous et le thermomètre de l'eau affichera les 14 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 7h55 et se couchera à 17h27. En ce dimanche 21 janvier, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Agnès. Et nous terminons sur un point historique en lien avec l'actualité monégasque. Demain, cela fera 113 ans que le premier rallye de Monte-Carlo prenait le départ. C'était le 21 janvier 1911. La semaine prochaine, du 25 au 28 janvier, la course automobile connaîtra sa 92e édition.
On vous en a déjà parlé dans ce journal. Face au grand Real Madrid, solide leader d'Euroleague, Monaco a régalé hier soir avec une prestation XXL. Du coup, pour refermer ce journal, nous vous proposons des photos signées Stéphane Dana. Il s'est rendu à la salle Gaston Médecin pour assister à cette large victoire des Monégasques. C'est la fin de cette édition. Merci comme chaque soir de nous être fidèles sur Monaco Info. Pour ma part, je vous retrouve dès demain 18h30 pour connaître toutes les actualités qui se passent en principauté. Très belle soirée à vous.